La nouveauté, c'est que je l'ai dit entre les lignes, mais c'est que, à défaut de précision, ça s'applique dès le premier euro. Donc c'est peut-être là la principale nouveauté, c'est qu'on va avoir des enjeux, y compris pour les petits achats. Je préfère avoir peut-être 50 questions sur le critère environnemental, mais des questions très précises, très fines, où j'attends une réponse binaire ou un chiffre qui facilite mon analyse, beaucoup plus vite. Qu'on nous demande d'acheter durable, dans le temps, mais les budgets sont annuels, donc acheter plus cher aujourd'hui, si ça rentre pas dans le budget, c'est compliqué, donc parce que encore une fois, le critère prix sera fini, quoi, 100% prix, donc ça suffira pas de jouer là-dessus, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Marché Public, le podcast qui fait tomber les barrières entre entreprises et acheteurs publics. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va profondément transformer la manière dont les marchés publics sont conçus et attribués. À partir d'août 2026, les acheteurs publics devront intégrer des considérations environnementales dans leur marché. Mais derrière cette obligation, une question beaucoup plus concrète se pose. Qu'est-ce que ça signifie réellement dans la pratique ? Comment ces exigences vont-elles être traduites dans les cahiers des charges ? Qu'est-ce que le juge va réellement sanctionner ou pas ? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour les entreprises qui répondent au marché public ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Baptiste Vassor, acheteur public et administrateur de l'APASP, l'Association pour l'achat dans les services publics. Bonjour Baptiste. Bonjour Jessica. Alors, je te laisse peut-être présenter l'APASP pour commencer. Oui, alors la PASP est une association des acheteurs publics qui a plus de 60 ans, qui est présidée par Jean-Marc Pérical, qui est avocat, maître de conférence dans le master achat public à l'université Paris-Saclay, qui est président depuis plus de 10 ans de cette association. La PAS, donc, c'est une association qui, entre autres, organise des sessions d'études à destination des acheteurs publics. Alors, en France, mais également dans les DROMCOP, parce qu'on intervient également en Martinique, en Guadeloupe tous les ans pour former également les acheteurs publics des DROMCOM. Et donc là, on a une prochaine session d'études le 30 et 31 mars qui portera notamment sur la loi climat et résilience qui entre en vigueur au mois d'août. Eh ben, ça tombe bien, on est là pour en parler, justement. Donc, si on devait résumer ce que change la loi climat et résilience dans un marché public, qu'est-ce qui va devenir obligatoire ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Effectivement, la loi climat et résilience vient imposer finalement plusieurs obligations aux acheteurs publics. Le premier, c'est de prévoir une clause d'exécution environnementale, donc avec des considérations environnementales. Le deuxième obligation, c'est de prévoir des spécifications techniques qui prennent en compte les objectifs de développement durable. La troisième, c'est uniquement pour les marchés au-dessus des seuils européens, une clause d'exécution sociale ou liée à l'emploi. Oui. Et la quatrième obligation, c'est prévoir un critère qui prend au moins en compte les performances environnementales de l'offre, caractéristiques environnementales de l'offre précisément. Voilà, donc 4 nouvelles obligations. Pour certains acheteurs, il n'y aura pas de sujet parce qu'ils sont déjà matures et intègrent déjà ces dimensions. Pour d'autres, ça sera effectivement nouveau. Et la nouveauté, c'est que, je l'ai dit entre les lignes, mais c'est que, à défaut de précision, ça s'applique dès le premier euro. Étant donné que la clause d'exécution sociale, on précise bien que c'est au-dessus des seuils européens. A contrario, les autres s'appliquent dès le premier euro. Donc c'est peut-être là la principale nouveauté, c'est qu'on va avoir des enjeux, y compris pour les petits achats. Et donc, pour comprendre, donc c'est un critère. Donc ça, c'est dans le règlement de consultation, c'est la manière dont l'entreprise est notée, dont l'offre de l'entreprise est notée. Une clause d'exécution. Mmh. Qui serait plutôt dans le CCAP du coup, si on Voilà, devait dans le CCAP. rentrer dans des cases. Ouais. Et une spécification technique qui serait plutôt du coup dans le CCTP si on devait rentrer vraiment ces obligations dans des cases ou dans des documents. Ça veut dire que ça touche la manière dont l'offre ou le produit est conçu, la manière ensuite dont il est noté, et dans le CCAP, ça veut dire que ça viendrait éventuellement pénaliser, si je comprends bien, si jamais c'était pas appliqué correctement.
Alors pénalisé ou pas, parce qu'il y a beaucoup de clauses d'exécution, il y a pas nécessairement de pénalité, associée donc mais en tout cas, ça serait une obligation, dans tous les cas. Et ça, c'est cumulatif. Ça veut dire que, normalement, tous les marchés vont devoir, avoir ces 3 spécificités-là qui seront respectées pour être, conformes à la loi. C'est effectivement, quand on lit la lettre du texte, c'est cumulatif. Quand on lit la note, de la fiche technique de la DAJ, pardon, qui a été publiée, Mmh. 2024 de mémoire, il y a une petite subtilité, on va dire qu'il y a une petite, exception dans la mesure où la DAJ précise qu'une spécification technique et une condition d'exécution liée à l'environnement, parfois peut se confondre, notamment dans des marchés de prestations de services ou intellectuels. Oui. Et donc du coup, le fait d'avoir l'un permet de respecter l'autre ou vice versa. Donc finalement, on pourrait dire qu'il y a peut-être pas 3 obligations, mais peut-être que 2, en tout cas dans certains marchés. OK, oui, donc ça, c'est encore un sujet, qui demandera à être levé, en fait, là, dans les années qui viennent, quoi. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est difficile de savoir comment ça va être apprécié, tant par les acheteurs, que aussi par le juge, mais on peut comprendre que dans un marché de prestations intellectuelles, si on prend un marché d'avocats, effectivement, il n'y a pas nécessairement de spécification technique, hein, donc ça serait compliqué de respecter cette obligation. Donc on pourrait la respecter, en ayant par contre une condition d'exécution liée aux considérations environnementales. D'accord. Ce que je te propose, c'est qu'on parce que quand on en avait parlé, on s'était dit que c'était quand même assez flou pour l'instant. Prenons un cas concret, donc un marché de fourniture, disons de matériel informatique, hein, par exemple, ou ce genre de choses et essayons de descendre un peu ces 3 piliers pour voir comment est-ce qu'ils pourraient se traduire dans un marché. Mmh mh. Ça te va? Très bien. Super. Hem, du coup, donc un marché de matériel informatique. Donc le premier point, on part sur les spécifications techniques. Donc là, on a dit théoriquement, ça porterait plutôt sur le cahier des charges techniques. Qu'est-ce que ça pourrait, comporter, par exemple, comme clause? Donc là, déjà, En on spécification. reprécise à tout le monde qu'on est dans la définition des besoins, donc Oui, c'est à l'acheteur effectivement, de décrire ses besoins et donc ses spécifications techniques. Alors, sur du matériel informatique, ça pourrait être lié, à une exigence d'avoir du matériel reconditionné, j'imagine. ou de produits d'avoir une partie de matériaux recyclés qui incorporent ces matériaux, ce matériel informatique. Ça peut être également, je pense sur la consommation énergétique, Ouais, des matériels. Donc ça peut être aussi peut-être une exigence liée à des labels, des écolabels sur ce matériel informatique. Donc on voit qu'on a quand même l'embarras du choix. Le texte en tant que tel nous demande, n'impose pas d'avoir, ne précise pas ce qu'il y a besoin d'avoir comme spécification technique. On a une certaine latitude en tant qu'acheteur pour définir ce qu'on a. Mais dans les faits, je pense que c'est assez facile en tout cas sur du matériel, du produit, c'est assez facile à respecter. On peut trouver facilement des spécifications techniques liées liées aux objectifs de développement durable. Parce que le texte, c'est pas l'environnement là. Sur les spécifications techniques, c'est prendre en compte des objectifs de développement durable. Pour mémoire, le développement durable, c'est 3 dimensions, hein, c'est économique, social et environnemental. ouais. Dans les faits, on sera souvent sur la partie environnementale, ce qui est la plus facile à peut-être sur du matériel à prévoir en spécification technique. En termes de consommation d'énergie, en fait, ça veut dire que l'acheteur, s'il veut aller au bout de la logique, il a 2 manières. C'est soit il demande, au prestataire de le renseigner sur la consommation, énergétique du matériel, soit de lui-même, il Mm. faudrait qu'il connaisse la consommation énergétique moyenne et qu'il demande un plan de progrès ou des conditions, mises en place pour baisser cette consommation. Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on fait pour ne pas Alors arriver sur une spécification de façade? là, si on part sur le plan de progrès, je pense qu'on part plus sur une condition d'exécution. Ouais, bah oui, ouais. Donc du coup, non, je pense que ça partirait plutôt sur un maximum. Parce que, bah, c'est des données qui sont publiques, hein, la consommation Ouais, d'un ouais. matériel informatique dans les fiches techniques. Il connaît peut-être très bien ces produits, les produits concurrents et donc il pourrait mettre un maxi. Aujourd'hui, il y a aussi sur certains, produits, des notes, Ouais. donc ça peut être des éléments qui permettent d'orienter effectivement le choix. Mais aujourd'hui, imaginons,
je sais pas, il y a quelques différences entre un produit A et un produit B sur la consommation énergétique en kilowattheure. Mais un acheteur, quand il achète un PC, qu'il ait une entité publique, il n'en achète pas un, il en achète X, le nombre de personnel. Oui, bien sûr. Donc cette différence fois le nombre d'agents fait Oui. qu'à la fin, il y a une différence qui peut être énorme en termes de consommation et donc aussi du coup d'impact sur le coût d'électricité, payé également dans le cadre d'un autre marché, le marché de Oui. fourniture d'électricité. Donc c'est quand même pas nécessairement neutre, même si c'est peut-être pas les produits aujourd'hui qui consomment le plus, hein, soyons francs. Mais c'est pas neutre quand même ce genre de petites questions avec peut-être un maximum. En fait, on se rend compte que c'est faisable, ce qui est quand même la première question qu'on se posait, hein, Mmh. quand on voyait la loi. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu dis on peut aller vers du réemploi sur une partie de la flotte qui va être proposée, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de changer tout de suite ces produits ou ces méthodes de production. On peut aller s'associer avec un partenaire qui lui est capable de proposer une offre complémentaire pour remplir la spécification. Donc, aussi bien les entreprises que les acheteurs vont réussir à trouver, enfin, à se retrouver au milieu du chemin avec ce genre de spécification. Ok, super. Euh, Critères d'attribution maintenant. Donc, on repasse sur notre marché de fourniture. Euh, quel type de critères, comment est-ce que tu noterais du coup, la partie environnementale ou enfin, en tout cas, comment est-ce que tu structurerais ton critère d'attribution? Bah, déjà, moi, par principe, je suis plutôt pour avoir des questions très précises Mmh. euh, pour faciliter la notation. C'est-à-dire que je pose presque une question par donnée. Pourquoi je fais ça? Parce que quand on se retrouve dans une consultation avec X réponses, si chacun fait un mémoire technique et il faut aller chercher dans le mémoire technique la donnée à des endroits différents, on perd un temps monstrueux. Donc moi, j'avoue que j'aime bien poser, je préfère avoir peut-être 50 questions Mmh. sur le critère environnemental, mais des questions très précises, très fines, où j'attends une réponse binaire ou un chiffre qui Ouais. facilite mon analyse après, que j'ai un ou 50 candidats, je vais beaucoup plus vite. Donc ça, c'est le premier, peut-être, méthode, on va dire. Et après, bah, effectivement, moi, je vais poser des questions, effectivement, soit sur des questions où ce qui apporte une réponse binaire, oui, non. Est-ce que vous respectez ça? Est-ce que vous faites ça? Oui, non. Et si oui, justifier, préciser, justifier. Soit sur des données, et comme ça, Mmh. après, ça me permet de faire un produit en croix. Mais des choses assez objectives, en fait, pour que les candidats comprennent ce qu'on attend, d'une part, et puis accessoirement et égoïstement pour simplifier ma méthode, mon analyse des offres. Quand je suis en analyse, ça va beaucoup plus vite Mais que alors faire du un coup, contrôle F dans un mémoire technique et de chercher la donnée qu'on recherche, quoi. si on revient sur notre matériel informatique, Bah, ça pourrait être si par exemple on n'avait pas mis en spécification technique le pourcentage de matériaux recyclés dans je sais pas, je reprends le PC, ouais. on pourrait très bien noter ce pourcentage. Un candidat qui répond pas à la question, qui propose 20% ou 50%, bah effectivement, on fait un produit en croix et très vite on a la note appropriée à cette question. Et sur la partie réemploi, parce que tu vois, je vois bien, tu sais comment, enfin, tu sais bien comment sont faits les catalogues. En général, dans un catalogue, on est dans un 80-20 ou dans un 90-10, hein. 10% des références font 90% des ventes. Euh, Ce serait entre guillemets facile de rajouter des modèles en réemploi dans ce fameux 90 qui serait pas tiens tu vois pour éviter un peu le côté euh, critère de façade. Donc ça veut dire que le marché de réemploi lui c'est facile enfin de reconditionner, c'est facile de remplir les critères de la loi climat et résilience. Du coup, ça nous laisse sur un marché neuf, euh, dans une position où on va vraiment aller chercher le produit avec de la matière recyclée, une consommation énergétique. Ça peut toucher le service aussi autour du produit. Bah, je pense que oui, il faut aller aussi sur toutes les questions de réparation du produit, Ouais. de pièces détachées, de disponibilité de la pièce détachée dans le temps, Mm, qui sont, encore une fois, si on prend la pyramide de gestion des déchets,
très, très vite, la première question, c'est est-ce que je peux réparer le produit hein, avant de Mmh. le jeter. Donc bon, aujourd'hui, on sait qu'il y a certains appareils informatiques, matériel informatique qui sont plutôt effectivement traités comme du jetable, parce que très difficilement réparable. Mais ça reste quand même, ça peut être à mon avis effectivement un critère, la capacité à réparer le matériel informatique, la durée de disponibilité, parce que si c'est 6 Mmh. mois, ou c'est 10 ans, c'est pas tout à fait pareil. Mmh. Le prix aussi, parce que un candidat peut très bien dire: «Oui, je sais réparer, et je vous propose des pièces détachées pendant 10 ans, mais à un prix prohibitif, pour justement que vous ne commandiez jamais ces pièces détachées». Donc il y a effectivement ces déclinaisons à traiter dans les questions qu'on pose. OK. Et donc du coup, ça, tu le mettrais dans du critère? Ah bah, si c'est quelque chose de structurant pour l'acheteur, encore une fois, c'est chacun voit midi à sa porte. Si c'est structurant et que c'est dans la stratégie achat, dans la philosophie de l'acheteur, dans le spazer, la réparation des produits est une priorité, oui, clairement, il faut peut-être en faire un critère, ou un sous-critère qui est lié pour moi à l'environnement, hein, parce que réparer un produit plutôt que Ah oui, oui, c'est le certain. jeter, Ouais. c'est un sujet environnemental. Et et sur la partie prestations intellectuelles, tu aurais des idées de critères? Bah, si on met pas encore une fois, si on prévoit pas, la spécification technique, par exemple, je reprends la plateforme, Oui. on pourrait, mettre la mise à disposition d'une telle plateforme, d'échange de documents, volumineux, en faire un critère, un sous-critère peut-être un sous-critère. Mais Oui, c'est vrai que sur ouais. le volet prestations intellectuelles, c'est C'est toujours dur, hein? compliqué. Oui. Ce qui est le plus compliqué, c'est finalement peut-être pas tant les critères et les questions, c'est aussi le poids associé, parce que certains acheteurs publics, le critère environnemental, ça doit être 20, et c'est non Mmh. dérogeable. Et là, du coup, 20 sur des questions qui C'est sont beaucoup, hein? très légères, on risque de neutraliser ce critère et finalement noter les candidats sur 80 au lieu de 100. Mmh. Et là, effectivement, ça peut être gênant, je trouve. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu de souplesse sur le poids de ce critère quand c'est compliqué de trouver des questions pertinentes, ou des questions que finalement où que tous les candidats vont savoir répondre la même chose et donc on va neutraliser la question. Ouais. Ouais, ouais, je vois, sur la partie prestations intellectuelles, tu vois, nous, on le voit de l'autre côté, hein, côté entreprise, mais heu, quand il faut réussir à trouver, des choses qui sont spécifiques à l'exécution du marché, Mm, mm. effectivement, à part, le côté, sobriété, enfin, tu vois, faire attention dans les échanges de données, l réduire les déplacements, faire, peut-être plus de visio que de présentiel, quand on est à distance. C'est difficile d'aller beaucoup plus loin, en fait, sans Et- tomber enfin, dans le truc que personne n'a envie de lire et toi, tu as pas envie de l'écrire et l'autre, il a pas envie de le lire, donc ouais. OK. OK, donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième, c'est la clause d'exécution. Donc en gros, c'est, l'obligation, donc en quelque sorte le contrôle qui pourrait être apporté, à la suite du marché, enfin dans le cadre de l'exécution. Là, qu'est-ce que toi tu préconises? Est-ce que tu as déjà des idées? Tu as déjà vu des choses intéressantes, qu'on pourrait faire remonter? Donc c'est effectivement une clause contractuelle que l'acheteur impose au fournisseur qui candidate, c'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement effectivement interroger les candidats sur cette clause, mais le titulaire du marché devra la respecter. Mmh. Alors s'il ne la respecte pas, s'il y a des pénalités, il peut être assujetti à des pénalités. Sinon, effectivement, s'il ne la respecte pas, on peut peut-être aller jusqu'à la résiliation, mais bon, je n'y crois pas Oui, nécessairement. ouais. Après, sur ces conditions d'exécution liées à l'environnement, aujourd'hui, on peut poser des questions sur la capacité du fournisseur à maîtriser sa chaîne d'approvisionnement et donc à faire peut-être du reporting un peu sur sur demande de l'acheteur de donner ses données sur qui fournit quoi, est-ce qu'il connaît tous ses fournisseurs, sous-traitants, etc., etc. La maîtrise de la chaîne d'appro est quelque chose qui, notamment depuis le Covid, prend une importance Non, mais plus surtout que grande. là, au-delà de l'aspect, environnemental, enfin, on est en train de le voir avec la crise, Mm. géopolitique, qu'on est en train de vivre. En fait, là, c'est difficile de se fournir, hein. On est à nouveau dans un cas, Covid, Ukraine, où en fait, tu as les transports internationaux qui sont, un peu,
perturbé. Ah oui, complètement perturbé, donc forcément tout le monde a un peu de mal à s'approvisionner, quoi. Enfin, on est même au-delà, enfin, on est carrément dans la disponibilité du produit, sans même parler de sa dimension environnementale, quoi. Donc la chaîne d'appro, pour moi, c'est une piste qui peut être intéressante sur certains matériels. Et après, sur certains matériels, comme on reprend le matériel informatique, hein, il y a des clauses qui sont finalement assez bêtes, mais qu'on ne voit pas nécessairement dans tous les marchés. C'est les clauses liées à la responsabilité élargie du producteur. Mmh. Le fait que le fournisseur qui répond au marché doit notamment avoir adhéré à un éco-organisme, donc avec une éco-contribution. Alors certes, c'est du légal, du Oui, réglementaire, mais ça peut être intéressant aussi de le prévoir et de le contrôler, parce que sinon ça revient à retenir un fournisseur qui ne respecte pas la réglementation, ce qui peut être un peu gênant. Donc ça ouais. peut être des clauses un peu légales, réglementaires, on va dire faciles, Mmh. parce que c'est basé sur un texte, que normalement tous les fournisseurs la respectent. Mais pour revenir sur la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, comment tu formules ta clause, du coup? Bah, par exemple, on a des exemples sur alors c'est le règlement, qui s'appelle, Zéro Net, le règlement européen Zéro Net, où en fait, pour toutes les technologies, qui émettent, pas ou peu d'émissions de CO2, on a des clauses à prévoir dans les alors uniquement pour les marchés au-delà des seuils, hein, Mmh. encore une fois, Mmh. parce que c'est du droit européen. Et donc on a des clauses à prévoir en obligatoire dans le marché. Et des clauses, c'est que le fournisseur transmette les données sur sa chaîne d'approvisionnement finalement pour contrôler que le pourcentage d'approvisionnement du produit ne représente plus de 50% de la valeur du produit provenant d'un pays tiers. D'accord. Grosso modo, si je simplifie, c'est pour contrôler que c'est pas la Chine qui est le fournisseur exclusif du Et là, matériel. des produits Voilà. sur lesquels, ça va être compliqué, hein? Ouais, exactement, oui, parce qu'aujourd'hui, on met un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on prévoit la réglementation, mais aujourd'hui, on Ouais. n'a pas nécessairement les industries prêtes, matures en Europe. Est-ce Et que puis, si je elles sais les pas sont, si c'est pas au même prix. ah bah, voilà, on est d'accord, oui, parce que même si elles sont matures, est-ce que l'acheteur est mature? Enfin, le consommateur, en tout cas, est-ce Mhm. qu'il est mature? C'est pas sûr, hein. Ouais, Donc voilà. Donc oui, mais ça, il y a des clauses qui existent hein, sur les chaînes d'appro, fourniture avec d'accord, des pénalités du coup, hein, parce que si l'acheteur sollicite l'entreprise pour demander ces informations et que c'est pas transmis, il y a une pénalité d'accord. associée, hein. Oui, d'accord, c'est pénalisé si ce n'est pas transmis. En revanche, si c'est transmis, mais un peu hors cadre, là, on n'est pas dans la pénalité, là, on est plutôt dans le constat que, il y a une chaîne d'appro qui est, quand même, très, portée sur, la Chine, quoi. Bah, alors il y a 2 sujets, entre le fait de demander les informations sur la chaîne d'appro, même si une majorité vient de Chine, bon, c'est pas sanctionnable en soi. Par contre, si on prévoit les clauses du règlement européen zéro net sur quelques technologies, bas carbone, là, potentiellement, il Ouais. peut y avoir une sanction si on respecte pas le texte. Parce que tu vois, c'est ça un peu nous qu'on a pu voir, parce que du matériel informatique reconditionné ou du smartphone reconditionné, on connaît un peu ces produits-là. On a travaillé avec des entreprises qui sont, françaises et qui sont, installées là-dessus et c'est les 2 boîtes avec lesquelles on a travaillé, elles ont un parti pris, enfin, tu vois, environnemental qui est très fort et donc elles réduisent, leur approvisionnement uniquement à des produits français en majorité et européens. Et en fait, tu te rends compte que la plupart de leurs concurrents, eux, vont sourcer leurs produits en Amérique latine, en Chine. Mmh. Donc en fait, le produit fait le tour du monde en avion avec un bilan carbone pas possible. Alors ok, il coche la case du reconditionné, mais en fait, c'est probablement plus délétère pour l'environnement que d'acheter peut-être un produit neuf qui aurait été ultra contrôlé en amont, quoi. Même s'il a Ouais. été produit en Chine, quoi. Beh, c'est tout le débat qu'il y a actuellement sur la révision des directives marché public, hein, hem, d'aller ou pas sur une préférence européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire préférence européenne? C'est compliqué, hein, parce que si on reprend l'exemple des matériels informatiques reconditionnés, si c'est reconditionné en Europe, est-ce que c'est une préférence européenne? Alors que les matières premières viennent de l'étranger? Exactement. Ouais. Pas nécessairement, hein, donc c'est tout le débat actuellement. On commence à avoir des premières pistes, en tout
tout cas, la semaine dernière, la Commission européenne a publié un projet de règlement, c'est pour l'accélération de l'industrie en Europe, qui définit qu'est-ce qu'un véhicule européen. Ouais, ça c'est intéressant, hein. Là, Et alors, c'est uniquement en tout cas, j'ai vu que uniquement la définition du véhicule européen. Donc, c'est assemblé en Europe. Ça, c'est une des conditions, mais c'est pas la seule. C'est-à-dire qu'il faut que 70% au moins des composants du véhicule soient d'origine européenne. Et et après, donc sur ça la... veut dire que l'usine qui fabrique l'aile de la voiture est située en Europe, mais peut-être que le métal, lui, il viendrait d'ailleurs. Alors, c'est 70% de la valeur des composants. Il faudrait voir effectivement qu'est-ce qu'on entend Ah, par la valeur, composant. d'accord. Ah oui, d'accord. Et après, sur la batterie, parce que ça concerne uniquement aujourd'hui la définition concerne les véhicules électriques principalement. Sur la batterie, il faut qu'il y ait au moins 3 composants essentiels de la batterie qui soient d'origine européenne, dont les cellules. Donc on voit qu'il y a différents critères qui viennent définir véhicule européen et pas uniquement le fait qu'il soit assemblé ou produit en Europe. Il faut que les composants viennent également. Alors la Ouais, subtilité ou pas, c'est que au sens de la Commission, d'origine européenne ne veut pas dire Union européenne. d'accord. Ok, oui. Donc c'est élargi Ça veut, au ça veut dire partenaires. Union européenne, plus les 3 pays de l'espace économique européen, Ouais, donc Islande, Liechtenstein et Norvège, plus des pays qui ne sont pas en zone Europe, mais qui ont des traités avec l'Union européenne et qui appliquent le principe de réciprocité. d'accord. Donc finalement, c'est assez large. À voir cette année comment les débats sur ce texte à quoi ça va aboutir, mais on voit quand même, on esquisse une définition de cette notion de préférence européenne qui se limiterait pas, a priori, effectivement, au fait que ça soit assemblé en Europe. Et par contre, si on doit avoir une définition pour chaque produit, ça va être compliqué. Donc je pense que ça Bah se ouais. limitera aux secteurs stratégiques pour Mm. l'Union européenne et qu'il y a des secteurs qui ne seront pas Mais là, traités ou concernés. l'acheteur, il faut réduire, enfin, pour lui réduire un peu la complexité, c'est que lui, il faut qu'il se fie, il y aura des labels, il y a des homologations, je suppose, Alors, officielles. Donc, c'est pas à lui de faire ces vérifications-là quand même. non, ça c'est certain, il peut pas, il n'a pas les moyens. Non, Donc, bah faudrait oui, que, oui, alors, un acheteur individuellement, c'est pas possible. Même si tous les oui. acheteurs d'un même pays se rassemblaient, c'est pas nécessairement possible Ouais. aussi. Mm. Je pense pas qu'il y a des labels de prévus. J'ai l'impression que c'est plutôt de la déclaration, D'accord. l'autodéclaration des fournisseurs, en tout cas de ce que j'ai cru Ok. comprendre. Euh, Sachant que quand même aujourd'hui, euh, ça vise clairement les Chinois. Aujourd'hui, Mm. les fournisseurs chinois seraient du coup exclus des marchés publics, hein, c'est ça que ça veut dire, ils ne pourraient pas répondre sur les véhicules électriques. Et s'ils rapatriaient la production de leurs véhicules en Europe, dans la mesure où 100% des composants sont chinois, ils ne répondraient pas à la définition. D'accord, ok, donc on cible. Ça vise quand même clairement certains pays, quoi. C'est des barrières à l'entrée, mais uniquement sur le volet marché public, c'est-à-dire que les consommateurs, les Oui, personnes privées ne seraient pas concernées. non, bien sûr. Oui, oui, je comprends. Mais du coup, enfin, j'ai plein de questions là qui viennent, mais euh, tu vois, nous, ce qu'on a pu voir avec la loi AGEC et les différentes catégories de produits qu'elles ont pu cibler, tu vois, c'est que la loi AGEC est quand même vachement ambitieuse sur le niveau d'achat en reconditionné, réemploi sur certaines catégories qui devraient normalement aujourd'hui être appliquées dans les marchés publics. Quand on regarde, quand on soulève le capot et qu'on regarde la répartition des marchés, déjà on se rend compte que là il y a un problème en termes de volumétrie, c'est-à-dire que les objectifs de la loi AGEC sont pas du tout atteints en termes de nombre de marchés. Et derrière, j'en parlais avec certains fournisseurs de matériel informatique reconditionné, parce qu'encore une fois, on nous contacte pas mal sur ces sujets-là, parce qu'il y a des gens qui se sont bougés, en fait, hein, tout simplement. Mais Tu l'as dit au début de ton propos, tu as mm, parlé d'objectifs. mm, Et un objectif, c'est tendre vers, ouais, c'est pas une obligation. En fait, je pense qu'il y a un problème de wording sur ce sujet-là. C'est qu'en fait, une partie des acteurs l'ont compris comme une obligation pour les acheteurs publics d'acheter 20% de je sais pas ouais, quoi. Mais je crois que la notion utilisée dans le texte, c'est des objectifs.
Alors sur l'article 60 de la loi AGEC Je sur sais les plus. pneus rechappés, c'est une, là pour le coup, Oui, c'est pas alors un ça, c'est droit, une obligation. En plus, c'est c'est dans le une code. obligation. Mais Ouais. sur les autres produits, je me demande si. En tout cas, quand on Heu, discute avec les gens, on parle d'objectifs. alors dans le PNAD, tu avais des objectifs, tu sais, qui étaient rappelés. Mais Je le pense que PNAD c'était n'est pas oui, non, c'était contraignant. pas, il parlait pas de la loi AGEC, mais en tout cas dans la loi AGEC, je suis pas sûre que ce soit ah oui, c'est des objectifs. Bah, Ah, pour moi, de toute façon, j'irai regarder. même si c'est pas écrit objectif, dans la mesure où il n'y a pas de sanction, Bah oui, c'est ça, il y a pas ni contrôle ni sanction. c'est ce qu'on a. Moi, j'appelle ça du droit mou, hein, Ouais, donc ça tend à être un objectif, hein. Vous devez tendre vers 20% de produits reconditionnés, mais si vous le faites pas, c'est pas grave. De toute façon, il n'y aura pas de sanction. ouais. Donc c'est un objectif. Donc effectivement, je pense qu'il y a un problème entre les acheteurs publics, bon, qui effectivement n'étaient pas nécessairement demandeurs de Oui, de ces cette, objectifs et de ouais. ces nouvelles contraintes qui s'associent, c'est une nouvelle contrainte qui s'associe à d'autres contraintes déjà Mmh. existantes. Donc ça peut être compliqué pour certains. Et puis en face, des fournisseurs qui sont mis en ordre de marche pour être prêts à répondre à cette demande qui finalement n'arrive pas ou peu. Ouais, exactement, ouais. Euh, mais oui, oui, c'est la grosse problématique, c'est qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande en fait. Et quand ça vient de la contrainte, bah, Ouais, ouais, c'est ça, hein. c'est le temps de réaction est très long, hein. L'OAGEC, c'est février 2020, si je dis pas de bêtises. On est 6 ans Mais plus tard, on est encore en train d'en discuter. ouais, c'est exactement ça. Non, mais quand tu regardes, les marchés de matériel informatique reconditionné, on doit être à allez, on est à moins de 5 des marchés qui sortent, qui ciblent ces catégories de produits et en termes de volumétrie, j'en parle même pas. C'est-à-dire qu'en plus, c'est des marchés qui portent sur des petits lots, enfin, tu vois, des petites, volumétries et qui, en plus, derrière, ne sont pas actionnés. Donc, de toute façon, on est effectivement très, très loin de l'objectif, mais je me permets d'interrompre l'épisode quelques instants pour vous présenter Timao, le cabinet à l'origine de la production de ce podcast. Chez Timao, on est spécialisé dans le go-to-market sur les marchés publics. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à structurer leur présence auprès du secteur public. Concrètement, on agit sur 3 leviers. La réponse aux appels d'offres, la prospection sous les seuils et la capacité à entrer en contact et à communiquer avec justesse avec les acteurs publics. Pour ça, on s'appuie sur une méthode de travail très structurée, issue de l'analyse de centaines de marchés et d'enquêtes terrain. Notre approche, c'est de construire avec vous la recette de votre succès, puis de mettre en place les outils et les méthodes pour la faire vivre dans la durée. Si ces sujets vous parlent et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous trouverez un lien vers Timao dans la description de l'épisode. Du coup, Allez, moi, on reprend. tu vois, Ouais. En fait, avec ces lois, le législateur, il essaie d'orienter quand même c'est une espèce de politique industrielle un peu déguisée, hein, à partir du moment où ça oriente des choix industriels sur le territoire, où ça flèche en fait les investissements, c'est une forme de politique industrielle un peu déguisée, quoi. Oui, via la commande publique, ouais, qui représente 15-20% du PIB. Euh, mais, mais la question, c'est est-ce que c'est le bon vecteur? Moi, je sais pas, en tant qu'acheteur public, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles obligations qui apparaissent quasiment, peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois. Est-ce que d'imposer aux acheteurs publics toutes ces obligations, que je pense que même pas tout le monde les maîtrise, Ouais. c'est le bon vecteur? Et finalement, est-ce que on ne devrait pas aller sur le volontariat, via les SPASER, les stratégies d'achat? Euh, Moi, ça m'interpelle, c'est que je vois qu'en fait, pour moi, la loi aujourd'hui, les obligations sont stériles en fait. C'est que on écrit plein de choses, mais rien ne se passe. Les produits sont de plus en plus techniques, les Ouais. réglementations sont de plus en plus complexes, et il faut associer les deux, et ça devient compliqué, ça devient long. Donc effectivement, il y a des achats où clairement, faut mutualiser, hein, il faut s'associer, s'adosser à des professionnels, des acheteurs professionnels du sujet. Ouais. Acheter de la fourniture d'électricité ou de gaz, ça paraît. On se dit qu'on achète du matériel informatique ou de l'essence ou je sais pas quoi, ça paraît simple. Mais je pense que c'est peut-être l'achat le plus complexe qui Ouais. existe Bah oui. aujourd'hui. Et les gens qui ont essayé se sont cassés les dents en général. Ah bah nous, on le voit sur le carburant. Écoute, on a des indices de révision des prix qui sont fondés sur des prix, bon, on s'écarte un peu du sujet, mais qui sont fondés sur des prix d'IREM qui eux-mêmes sont fondés sur le prix à la pompe. Sauf que le prix à la pompe, c'est un mix entre de la taxe qui permet
bah, justement de gommer les grosses variations. Plus c'est un mix avec les gros pétroliers derrière qui, eux, ont des capacités financières extrêmement importantes et qui vont aussi, en fait, d'eux-mêmes, gommer les variations pour éviter les problèmes derrière que ça pourrait générer en termes d'image et enfin, ils veulent pas faire le JT à la télé, là. Et donc, du coup, quand tu es un petit prestataire qui arrive derrière et que tu achètes à prix spot, à prix réel sur le marché, toi, tu te prends de pleine face les variations de prix. Et en ce moment, entre l'enlèvement de Maduro, la crise en Iran et tout ce qui peut se passer tous les 2 mois, c'est juste ingérable d'avoir une clause de révision des prix ou de variation des prix à chaque commande qui soit fondée sur ces indices-là, quoi. C'est mettre la clé sous la porte, hein. Donc, ouais, il y a des achats qui deviennent très Ouais. complexes et clairement, on ne peut pas aujourd'hui être seul pour ces achats, il faut se grouper. Un groupement, peu importe la forme en fait, mais il faut qu'en face, il y ait des gens Oui. spécialisés du sujet qui font que ça quasiment toute la journée et qui le maîtrisent du bout des doigts et qui sont capables de sortir un marché à jour et à jour, j'ai envie de dire, et surtout qui s'adaptent précisément aux contraintes de l'amont industriel du moment. Mm, mm. Parce que les Exactement, ouais. contraintes évoluent très vite dans le temps. Là, c'est la cata, hein. Si on veut pas être dans de l'imprévision en permanence, en fait, il faut vraiment devenir flexible, quoi. Enfin, il faut. Mais aujourd'hui, on est presque en crise permanente Ouais. depuis 2020. On a enchaîné le Covid, après Mm. l'Ukraine. Oui, oui, ça n'arrête pas. En fait, aujourd'hui, les marchés publics, plus qu'hier, doivent être encore plus souples, plus adaptables. Mm. Et souvent, on se prend beaucoup la tête sur des détails, alors qu'en fait, Ouais. les clauses liées à l'exécution du contrat, on y passe peu de temps, alors qu'en fait, le cœur du sujet est peut-être là. Ouais. Bon, là, on s'éloigne de la thématique, mais clairement, avoir un marché souple, réactif, qui permet bah là, là, ça fait une semaine qu'il y a une crise en Iran, qui permet de réagir si voilà, un fournisseur demain vous dit bah, moi, je suis plus capable d'assurer le prix du produit et qu'il n'y a là aucune clause qui est prévue dans le contrat, bah, qu'est-ce qu'on fait, Ouais. quoi? Exactement, c'est tout à fait Et ça. c'est pas la première fois que ça arrive, c'est la troisième fois hein, après le Mm. Covid et après l'Ukraine, donc Oui, il il y a y un a du moment, il travail. faudrait tirer les conclusions. Voilà. Oui, oui, non, c'est Et sûr. puis, bon, la prochaine crise, on la voit venir, ah, ça sera Taïwan, et là, ça Mm. sera pareil, hein, ça sera peut-être même pire pour le matériel informatique, et là, on revient au sujet du jour. Euh, euh, on aura les mêmes problématiques, quoi. Euh, alors, pour recentrer un petit peu, il y a 2 outils qui sont intéressants. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de comment est-ce qu'ils se déploient, mais plutôt comment est-ce que, enfin, qui a la charge de les faire jouer plutôt. Alors, je précise. Tu as l'analyse de la chaîne de valeur et le calcul en coût complet pour Mhm. réintégrer. Enfin, ça, c'est surtout très, très important dans toute la partie économie circulaire. Donc, ça, c'est deux manières de venir apprécier la valeur qui va être créée par le produit, ou du moins qui ne va pas être détériorée par le produit, on va dire. Par contre, c'est quand même vachement compliqué à faire jouer, enfin, je veux dire, à utiliser, à déployer. Euh, Comment est-ce que l'acheteur peut s'en emparer? Est-ce que c'est à lui de faire ses analyses, ou est-ce qu'il ne peut pas reporter la charge sur l'entreprise qui, elle, maîtrise les informations beaucoup mieux? Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on pourrait intégrer ces 2 outils-là qui sont, je trouve, quand même assez structurants, parce que l'analyse en coût total, en fait, hein, le TCO, ça, c'est vraiment. Enfin, nous, c'est un gros travail qu'on fait avec certains de nos clients, parce que en fait, il faut arriver à démontrer que l'utilisation du produit permet de faire gagner de l'argent, mais c'est une globalité, parce que le produit en soi, c'est peut-être un coût supplémentaire, mais comme il te permet d'économiser à côté, bon, enfin bref. Donc, on rentre dans des choses qui vont être assez complexes et qui pourraient très vite devenir fallacieuses si elles sont pas un peu encadrées. Donc, comment est-ce que l'acheteur pourrait peut-être s'affranchir un peu de faire une grosse analyse détaillée, parce qu'il n'en a pas le temps, il n'en a pas forcément les moyens, mais cadrer bien le retour que pourraient lui faire ses prestataires, pour vérifier aussi qu'on ne tombe pas non plus dans une espèce de déclaration que rien ne pourrait venir étayer, quoi. Enfin, Bah, dans l'analyse en coût complet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de composantes qui peuvent rentrer, donc il faut peut-être sélectionner celles qui sont les plus pertinentes pour l'acheteur et les plus coûteuses dans l'utilisation du produit en question. Donc, je sais pas, ça peut être la consommation, ça peut être la maintenance, et donc poser ces questions. Je reprends que ces deux composantes, hein, mais poser des ouais. questions
sur le prix des pièces détachées, sur, la consommation du produit, sur, le temps, d'amortissement du produit et l'intégrer dans l'analyse. Alors, le prix J'ai des dit pièces détachées, on peut se baser sur, le passé, hein, combien de pièces détachées on a commandées et cetera, lesquelles, qui ont plus fréquemment, nécessité une commande. Sur la consommation, bah, les coûts d'électricité, d'eau, de carburant, peu importe le fluide, on les connaît, hein, on les a dans des contrats par ailleurs, donc on peut faire l'analyse. Mais effectivement, l'analyse en coût complet aujourd'hui se heurte à la comptabilité publique, mmh, où aujourd'hui on a un budget annuel, donc ce qui prévaut, c'est finalement le prix en bas du devis, et pas l'analyse dans le temps du coût du produit sur 4 ans, 5 ans, 6 ans. Bon, c'est tout la problématique aujourd'hui de la commande publique. On nous demande d'acheter durable dans le temps, mmh, mais les budgets sont annuels, donc acheter plus cher aujourd'hui, si ça rentre pas dans le budget, ben, bah, ouais. et Oui, la tendance est plutôt à avoir des budgets moins importants, donc c'est compliqué. Donc après, il faut avoir une force de conviction en interne pour justifier que c'est l'achat le plus performant dans le temps, et il faut avoir des élus qui sont prêts à vous suivre sur ce sujet-là. Euh, mais bon, quand on est en difficulté financière, bah, c'est comme un particulier, on va se concentrer sur l'instant présent, on va pas réfléchir aux économies générées au bout de 5 ans, quoi. non, exactement, ouais, je comprends tout à fait. Bah, tu vois, c'est exactement le sujet, qu'on rencontre, hein, au niveau des entreprises. C'est qu'on est sur un temps court, de tous les côtés. L'entreprise, elle a besoin de vendre aujourd'hui, donc elle a du mal, à intégrer, la notion que les budgets ont baissé, que tout est un peu plus tendu, que c'est difficile, de vendre quelque chose qui est facialement plus cher, même si ça permet de générer des économies à terme. Et en face de ça, ces économies, comment est-ce que tu peux les prouver? Enfin, il y a quand même une forme de foi, à avoir, dans ce nouveau produit, qui est hyper importante, quoi. Donc et ça, OK, OK, d'accord. Non, mais très bien. Donc en fait, ça résout pas vraiment la question. C'est des beaux outils, mais c'est des outils qui sont difficiles à appliquer, Des quoi. outils qui sont disponibles, après à charge à l'acheteur d'y recourir ou pas en fonction de sa capacité en interne à réussir à justifier un choix d'une offre peut-être facialement plus chère à Ouais, l'achat, mais effectivement moins onéreuse dans le temps au regard de différents composantes du coût complet. Mais effectivement, en tout cas, pour revenir à la loi climat et résilience, c'est l'objectif, bah, c'est un des objectifs de la loi climat et résilience, hein. Le fait d'avoir un critère, au moins un critère qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. La conséquence qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le critère unique du prix disparaît. Et donc ça, c'est quand même une évolution quand même oui, conséquente pour certains acheteurs, peut-être sur des petits achats. mmh, Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et du coup, le seul critère demain, critère unique possible demain, ça sera le critère du coût du cycle de vie, mmh, qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Donc on revient au sujet du coût complet. ouais. Euh, mais oui, il faudrait, dans l'absolu, il faudrait que tout le monde, acheteur public ou particulier, réfléchisse en coût complet. Mais c'est compliqué quand on a un portefeuille avec moins en moins d'argent disponible à Ouais, et puis l'instant les T. budgets sont pas calculés comme ça. Donc, en fait, Voilà, à partir du moment où tu es sur un budget annuel, tu peux pas réfléchir comme ça. Il faudrait, mettre des budgets à 10 ans, en fait, sur exact. certaines lignes de En tout cas, produits. ouais, sur l'investissement, c'est certain, et sur le Ouais, fonctionnement aussi. Sauf que le fonctionnement, c'est vrai que c'est compliqué de. Et donc d'accord. c'est pour ça que pour moi, c'est des stratégies d'achat dans le temps. Et je pense pas que ça soit des obligations qui puissent le décréter en fait. C'est vraiment des choix de stratégie d'achat qui sont formalisés, validés en interne dans un spazer ou autre, euh, et qui sont partagés par tout le monde, quoi. On sait que peut-être qu'on va payer plus cher nos produits Mmh, là au début, mais on doit faire des économies. Alors on parle d'argent, mais il n'y a pas que d'argent d'ailleurs. On oui, peut parler aussi d'impacts environnementaux. Euh, Dans le temps, hein, on reprend l'exemple véhicule thermique versus véhicule électrique. Effectivement, à l'achat, il est plus cher. A priori, à l'usage, ça revient moins cher si on roule X kilomètres. Bon, bah, au-delà des obligations qui peuvent exister,
c'est un choix. Est-ce que je suis prêt à payer plus cher aujourd'hui, mais finalement, faire des économies dans le temps et de moins polluer, notamment lorsque je suis en ville? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont compliquées à trancher parce que c'est des choix, Ouais. qu'on Ah va beh, traîner pendant quelques années, hein. Acheter un véhicule, le but, c'est pas de le revendre 1 an après. ouais. Ouais. Ouais, ouais, non, non, je comprends, je vois bien, moi j'ai une crainte, hein. Enfin, tu vois, quand je vois, ce qui s'est passé un peu sur la loi AGEC et enfin, tu vois, sur ce type de loi, où en fait tu une industrie qui s'est mise en marche à 2 vitesses, c'est qu'on reproduise un effet un peu similaire. C'est qu'il y ait des boîtes qui arrivent à s'organiser pour réussir à répondre à des marchés publics qui vont devenir de plus en plus exigeants, qui n'est pas une exigence qui est partagée par le B2B. Donc, en fait, la question là qui se pose, hein, c'est moi je suis une petite boîte, est-ce que je peux encore être, avoir deux typologies de clients si différentes dans mon portefeuille? Est-ce que je peux continuer de bosser d'un côté avec des entreprises qui ont un niveau d'exigence entre un et 2 sur la partie environnementale parce que le prix et la performance produit vont être les critères qui vont prédominer, et de l'autre côté, un client qui, lui, va avoir une exigence environnementale maximale et qui, du coup, va peut-être devoir s'asseoir un peu sur le prix et la performance produit à un moment donné. Est-ce que je peux réussir à faire coexister ça dans mon portefeuille client, dans mon portefeuille produit, dans mes méthodes de production et tout? Honnêtement, je pense pas. Enfin, tu vois, si tout est appliqué à la lettre, ça va être vachement compliqué pour les petites boîtes. Et donc, ça génère un effet de bord monstrueux, quoi. C'est que là, sur la concurrence et l'accès au marché public, c'est un vrai sujet, quoi. Ça, si t'es pas verticalisé, c'est compliqué, hein. À contrario, se baser par exemple que sur les marchés publics, c'est prendre un risque. Voilà, Là, on l'a vu avec l'absence de vote de budget en temps et en heure, le premier trimestre a été quasiment, blanc et une entreprise qui ferait 100 de marché public se retrouvait pendant un trimestre avec zéro chiffre d'affaires, ouais. plus d'un trimestre. Donc c'est prendre un risque aussi, pendant les périodes électorales, on sait que c'est plus calme et cetera et cetera. Donc les seuls qui vont y arriver, c'est les grands groupes qui ont la surface financière, et pour faire leur transition. Bah, qu'on le cache effectivement pour Ouais, assurer les périodes creuses ou après les entreprises qui arrivent à avoir effectivement plusieurs produits adaptés à chaque typologie de client, ouais, c'est un coût, être hein. Enfin, monoproduit aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être compliqué sur un marché, de répondre à tous les besoins. je trouve que ça, tu vois, c'est un vrai sujet, enfin, pour moi, c'est pas forcément une barrière, mais c'est plutôt que si on l'anticipe pas, ça va générer des effets de bord qui vont probablement engager une reculade assez importante. Et donc, on n'aura avancé sur aucun sujet, quoi. Ni sur la partie environnementale, ni sur l'accès des PME et le fait qu'on arrive à se développer grâce à la commande publique, enfin, point, sans forcément orienter la manière dont on se développe, quoi. Donc je sais pas, je pense que c'est à prendre en compte. Bon, je reste quand même convaincu qu'aujourd'hui les petites entreprises peuvent accéder à la commande publique. C'est juste qu'il Oui, faut, qu'elles soient prêtes à investir du temps et de l'énergie et avoir peut-être une personne dédiée, à ce sujet pour le suivi, pour comprendre les attentes et savoir y répondre spécifiquement. Peut-être même en ayant le même produit, hein, mm, un produit commun B2B et B2G, mais savoir dans la réponse, à répondre précisément aux attentes de l'acheteur. Mais il faut une personne dédiée, ça peut pas être le chef d'entreprise qui fait ça le soir ou le week-end, mm. il n'y arrivera pas ou en tout cas, il pourra répondre, mais il va se prendre des claques, et il va se démotiver, il va arrêter. C'est très exigeant et c'est très ingrat, il y a qu'un seul, encore une fois, hein, il y a qu'un seul, le principe, c'est qu'il y a un seul titulaire de marché, il y en a pas plusieurs qui sont retenus, donc la place est chère. Et il y a des gens qui savent très bien répondre à des marchés publics, même s'ils n'ont peut-être pas le produit le plus performant, mais Oui, on note, on analyse sur la réponse qu'on a et pas sur ce qu'on sait du produit. Donc, ouais. Bah, nous, c'est notre cheval de bataille, ça, mais c'est une autre histoire. Mais effectivement, c'est ce qu'on essaye d'amener. C'est des gens qui soient à la fois bons et qui soient pas gênés par la conformité de la réponse, quoi. Mais oui, oui, c'est ça, c'est un peu l'effet à gommer, quoi. Euh, pour, euh, pour boucler un peu ce tour d'horizon là sur notre loi climat résilience, parce que là je trouve qu'on a bien défriché, on a donné pas mal d'idées aussi. Là le but c'est d'aider un peu les entreprises à se mettre en ordre de bataille. Donc qu'est-ce qu'elles peuvent anticiper dès aujourd'hui? Enfin, là c'est bien plus de l'anticipation, hein, étant donné les échéances, mais
Hem, est-ce que tu aurais des pistes, en fait, à donner, à nos amis, PME, et compagnie, d'actions qu'elles pourraient mettre en œuvre, heu, là, assez rapidement, tu vois, pour se mettre, un peu Alors en place? effectivement, c'est dans moins de 6 mois, donc que ça Ouais. rentre, en application. Moi, c'est pas des actions en fait, c'est, quasiment d'être proactif vis-à-vis des acheteurs publics en leur donnant, lors du sourcing, des axes finalement pour que l'acheteur réponde à ses obligations. Donc, être capable d'expliquer que son produit contient X produits de matière recyclée, Mmh. en tout cas de communiquer des informations et des données liées à ces obligations, pour qu'ils puissent après effectivement les intégrer et pas le faire en chambre et être déconnecté de l'amont industriel en fait. C'est ça le risque, c'est que les 2 mondes ne se parlent Ouais. pas, ne Mmh. communiquent pas et que les obligations imposées ne répondent pas à ce que les autres savent faire. Donc encore une fois, le point de rencontre, c'est le sourcing, qui est pas interdit encore une fois. Et l'acheteur doit écouter l'entreprise, ce qu'elle est fait aujourd'hui, ce qu'elle fera demain et en tirer les conséquences pour prévoir ses spécifications techniques, ses clauses et ses critères. Il y a un dernier outil, que je trouve intéressant, qu'on voit très peu et qui est pas utilisé d'une manière très claire, pour nous, en tout cas côté entreprise, c'est le plan de progrès. En gros, moi, ce que je comprends dans ces lois, c'est que c'est des lois qui veulent être incitatives sur une trajectoire industrielle ou, enfin, en fait, hein, à travers l'achat sur une trajectoire industrielle. Qui dit incitatif, ça veut dire que tu pars, d'un point A pour aller vers un point, B, qui normalement devrait être plus haut que le point, de départ. Mmh. Hem, En fait, les marchés, c'est quand même des marchés qui sont relativement longs. 4 ans dans la vie d'une entreprise, c'est très long. Donc ça veut dire que tu as le temps de mettre en place, surtout aujourd'hui avec le rythme de rupture technologique qu'on peut vivre, donc tu as le temps de mettre en place, pas mal de choses en fait en 4 ans. Sauf que c'est ultra compliqué. Il y a quelques marchés de gros acteurs publics, dans lesquels j'ai pu voir des clauses justement de plan de progrès qui étaient, formulées d'une manière où tu sentais que ça allait devenir actionnable. mais, mais en fait, c'est à peu près tout. Et j'aurais voulu comprendre, tu vois, est-ce que l'entreprise peut proposer, d'elle-même, ce type de dispositif, euh, pour expliquer que son produit est en train d'évoluer parce qu'elle-même investit, mais que l'investissement ne peut pas se faire du jour au lendemain, etc. Donc, sur quoi est-ce qu'elle peut s'engager? Sur quoi est-ce qu'elle peut donner de la visibilité sans forcément avoir un engagement ferme? Un investissement, ça dépend aussi de la décision du banquier. Donc, tu ne peux pas non plus toi-même signer de ton sang tout ce qui va passer parce que ça ne dépend pas que de toi. Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on peut articuler ça dans les 3 piliers de la loi climat résilience? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, les plans de progrès, effectivement, on en voit peu. Lorsqu'on en voit, effectivement, ils ne sont pas nécessairement activés Ouais. dans le cadre de l'exécution, tout simplement parce que souvent l'exécution, c'est le parent pauvre, hein. Donc on se concentre sur la passation, la notification du contrat, mais après, le marché suit son cours et on ne suit pas nécessairement ou on n'active pas nécessairement les clauses qu'on a prévues au contrat, dont le plan de progrès. Donc on n'arrive pas nécessairement à le faire jouer. Après, en fonction de l'objet du marché, le plan de progrès est plus adapté ou Oui. pas. Voilà, sur des marchés de services, c'est vrai que c'est peut-être plus adapté que sur des marchés de produits, par exemple. Mais Bah, au contraire, sur des marchés de produits, surtout dans les bouleversements d'aujourd'hui, tu vois, là, revoir sa chaîne d'approvisionnement, je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui est en train d'y travailler. En fait, plus rien n'est figé là aujourd'hui dans les entreprises, hein. Les systèmes sont en permanence, en train de se réadapter. Mais c'est pas la chaîne d'approvisionnement qu'on Cible. Ouais. contractualise, dans le marché, c'est le produit, qu'on sélectionne et du coup, on pourrait très Ouais. bien sur des produits, avoir des évolutions, technologiques, hein. Je sais pas, j'achète on reparle de matériel informatique. Mmh. Aujourd'hui, il consomme X kilowattheures, bah, X, kilowattheures, ouais, d'énergie. Demain, il en fait moins. Bon, on peut très bien, via une clause de réexamen, remplacer le produit A par le produit B si on l'a prévu dans le contrat. Ça, c'est le principe de la clause de réexamen, hein, c'est OK. l'ancêtre un peu des avenants, parce que le terme avenant n'existe plus Mmh. aujourd'hui dans le code de la commande publique. Mais finalement, les clauses de réexamen sont assez larges si on les prévoit clairement dès le marché pour être souple à utiliser.
Donc on pourrait très bien imaginer que le produit A remplace le produit B en cours d'exécution sans devoir relancer un nouveau marché pour aller chercher le produit B. Mais comment tu fais toi en tant qu'entreprise pour le valoriser au moment de la réponse? Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui compte, hein. La performance que tu apportes après pendant l'exécution, ça va t'apporter des points d'avance dans le cadre d'une préparation de renouvellement parce que tu as montré, tu su démontrer que tu étais un partenaire de confiance, mais c'est pas ça qui va t'aider à gagner le marché. Bah, soit tu es capable déjà, dès la réponse, et ça c'est une histoire de timing, des fois c'est le mauvais Ouais. timing, mais soit tu es capable déjà de proposer, présenter le produit, de le chiffrer, donc tant mieux, soit tu es pas capable et dans ce cas-là, effectivement, tu viens apporter des espoirs peut-être à l'acheteur public en disant que tu vas être capable peut-être dans 6 mois, 1 an, via la R&D de te proposer un produit qui coûtera moins cher et qui polluera moins. Mais bon là, c'est une promesse, qui n'engage que celui qui l'a dit, c'est compliqué. Le timing est toujours compliqué, mais pour celui qui gagne, il est dans cette démarche, pour moi, si la clause de réexamen est prévue, l'acheteur doit être capable de l'actionner et de remplacer le produit A par le produit B qui consomme moins, qui pollue moins. Alors, il restera toujours le sujet du prix. Si c'est à équivalence financière, ça va. Si c'est plus Mmh. cher, bon, bah, il y aura toujours le débat, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Je pense, Euh, j'ai l'impression qu'on va se reparler dans quelques mois sur ce sujet parce que il me semble que rien n'est vraiment tranché. Alors, je ne sais pas du tout comment les acheteurs vont réussir à se mettre au pas en août. Ça paraît hyper ambitieux. Moi, quand je vois en tout cas l'état des marchés là qui sont en train de passer en ce moment, on n'est pas du tout. Enfin, c'est pas du tout. On sent que c'est pas anticipé, en tout cas sur les catégories de produits sur lesquels on voit passer les DCE. Et côté entreprise, je pense que c'est pareil. Elles sont pas forcément prêtes non plus. Donc, on verra. Je pense on se reparle fin d'année de ce sujet-là pour faire un point et regarder un peu ce qui s'est passé. Ouais. je pense que fin d'année, ça sera juste Non, quand plutôt, on parlait de ouais. la loi AGEC Oui. de février 2020, on est en 2026. On se reparle dans 10 ans, c'est ça? Ouais, non, mais oui, mais je pense que effectivement, il y a un sujet de formation des acheteurs, Mm. de prise en compte des sujets, de, de volonté de les prendre en compte, hein, de volonté de prendre en compte les sujets, hein. Il y en a qui ont pas envie de s'embêter. Donc il y a des cycles, hein, et les cycles sont plus ou moins longs, effectivement, mais malgré le fait qu'il y avait 5 ans pour se préparer, je pense qu'on aurait prévu 20 ans, Oui. ça aurait été pareil. Non, il y a un moment donné, il faut sauter, il faut y aller, quoi. Ouais. Et puis après, il y a des outils, oui, il y a des fiches, oui, mais c'est pas pratico-pratique, ça reste quand même globalement de la théorie et Et puis c'est souvent de l'explication de texte, je trouve, hein. ouais, voilà. C'est loin du sujet, c'est loin du concret, quoi. Mm, mm. Et côté entreprise, bah, elles n'ont pas nécessairement été sensibilisées parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acteurs qui sensibilisent nécessairement les entreprises sur ces sujets. Mmh. En tout cas, de manière Oui, large. Après, tout à fait. Ouais, ouais. il y a des entreprises, des prestataires de conseil, tout ça qui le font, mais l'entreprise a déjà fait la démarche, Mmh mh. ce qui est différent. Ouais, 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 non, mais complètement. Bah, c'est du coup, c'est toujours cette asymétrie d'information en quelque sorte, hein, enfin, qui va avoir un impact sur la structuration du marché. Pour ça que je répète qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu que effectivement, une PME peut accéder au marché public, mais si elle a une personne dédiée au marché public qui fait peut-être pas que ça, mais quasiment, et qui suit l'actualité, et qui est capable d'orienter du coup les stratégies de réponse de l'entreprise. S'il n'y a pas cette personne ressource, ça va être compliqué à un moment de répondre à des marchés publics, hein, mais il y a moins en moins de concurrence dans les marchés publics, faut pas s'étonner parce que les Ouais. contraintes sont de plus en plus fortes. Donc à un moment, c'est soit j'investis le secteur public en détachant une personne qui se met au niveau, qui est capable de comprendre les attentes et les contraintes des acheteurs publics, soit je le fais pas et effectivement, bah, je vais candidater, je vais être frustré parce que je vais pas souvent Mmh. gagner et je vais abandonner et voilà. Mmh. C'est clairement des choix de marché, quoi. C'est pas les marchés publics uniquement en période de crise, parce Bah, que, tu vois? encore une fois, le critère prix sera fini, quoi, 100% prix, donc ça suffira pas de jouer là-dessus, quoi. Ouais. Non, non, mais là, ça a un impact, sur la chaîne de valeur globale, en fait. Enfin, tu vois, si on va jusqu'au bout, effectivement sur, l'intégralité de la chaîne de valeur de l'entreprise, quoi. Donc ça s'anticipe.
Merci. Écoute, est-ce que tu as d'autres points que tu voudrais soulever ou est-ce qu'on a déjà, enfin, j'ai l'impression qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon, un Moi, bon petit topo. une petite ouverture. Moi, je pense que la loi climat et résilience, c'est une évolution. C'est pas une révolution, c'est une évolution. Mm, Pour moi, la vraie révolution, ça va être le droit européen, d'accord. qui est plus compliqué à appréhender et qui, aujourd'hui, il y a beaucoup de textes qui sortent. Je n'en entends pas parler Mm, dans des règlements européens sur des sujets, donc c'est souvent sectoriel, très précis. Un article qui se promène au milieu sur les marchés publics. Donc ça, j'enlève une épine. Je rassure tout le monde, ça concerne uniquement les marchés au-dessus des seuils, hein. ouais, Mais bon, ça quand même, le seuil est pas si élevé que ça pour les ouais, fournitures, donc ça peut venir vite. Où il y a quand même des obligations à respecter. Et aujourd'hui, c'est hors du scope, hors du radar des acheteurs publics. Et c'est ça qui me pas perturbe le plus, mais pour moi, la vraie révolution, ça va être là, hein, plus les révisions des directives. Euh, le Green Deal, hein, qui est le paquet mm, de textes européens post-Covid de l'Union européenne, vient imposer beaucoup de choses dans les marchés publics et aujourd'hui, c'est pas appréhendé par les acheteurs. Alors, c'est pas contrôlé, c'est pas sanctionné, oui et non. C'est-à-dire que un acheteur public qui attendrait des subventions de l'Europe pour son investissement, s'il n'a pas les clauses, je suis pas sûr qu'il l'ait. ouais. Et comme le FEDER est quand même présent dans beaucoup de Voilà. dispositifs, Donc il y a quand même un risque. d'accord, intéressant. Je l'avais pas vu sous l'angle financier, mais effectivement, si tu touches au portefeuille, ça va aller beaucoup plus Ouais. vite. Ouais. Bah Et écoute, moi là, pour moi le sujet, il est là. Alors peut-être parce que c'est mon quotidien, mais oui, clairement c'est les textes européens qui sont compliqués, qui sont sectoriels. Un acheteur généraliste, ça va devenir compliqué, quoi, et de maîtriser le sujet. L'adage ne fait pas nécessairement le taf. L'adage, non, c'est pas que le fait pas le taf, mais c'est que les textes sont compliqués à résumer et à expliquer dans des fiches. ouais. Il y a une profusion de textes en plus, donc ouais. Oui, et puis, enfin, moi, je regarde beaucoup ce qu'ils font parce que je trouve que c'est très pédagogique. À partir du moment où c'est fait, c'est très pédagogique et donc on comprend, enfin, ça simplifie, ça clarifie. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un vrai effort de ce point de vue-là qui est fait. Par contre, j'ai déjà eu des retours acheteurs qui m'expliquent que, et ils ont raison, hein, l'adage, c'est uniquement consultatif. Et c'est pas parce que Ah, mais ils ont sorti une fiche ou un texte, enfin, ça fait pas office de loi, hein, c'est une doctrine, voilà, c'est pas une loi, quoi. Oui, mais après, je pense que les acheteurs jouent à se faire peur, hein, sur le contentieux. Ouais. Et finalement, si on regarde le nombre de contentieux, il n'y en a pas tant que ça. On regarde du nombre de marchés passés tous les ans. Euh, je pense que faut arrêter de se faire peur. Je suis d'accord. Bon, bah écoute, je te remercie. Bah, Euh, merci Jessica pour cet échange. ouais, C'était c'est passionnant.